Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Organisation du projet. C'est le désir qui crée le désirable. Et le projet qui pose la fin. Simone de Beauvoir. 1. Concept METHODOLOGIQUES, d'un environnement en changement. 1.1. Le concept de santé environnementale. Lors d'une revue de la littérature sur la santé environnementale en France, nous avons noté que l'alimentation bénéfique pour la santé tenait une place importante. La France découvre la santé environnementale, titre Le Figaro du 4 septembre 2006, et c'est dans ce contexte sociétal que se déploie la notion de maladie dite environnementale, au niveau de la sphère médicale ainsi qu'auprès du grand public. Cette tendance apparaît nettement ces 10 dernières années, avec en mars 2006 au MEDEC, une nouvelle exposition qui s'ouvre, entièrement dédiée à cette thématique. Cette même année encore, c'est la Fête de la Science qui consacre une semaine de découverte au sujet de la santé et de l'environnement. Un écho sur ce thème semble incontestablement prendre de l'ampleur, avec le développement d'une politique dite écologique pour l'environnement durable. En effet, depuis 2004, la France s'est dotée d'un plan plus général, le Plan national santé-environnement, afin de structurer l'action de prévention des risques pour la santé publique, le tout envisagé dans une perspective de développement durable. Il vient ainsi soutenir cette idée moderne de la santé durable, qui s'étend jusqu'au domaine de l'alimentation. 1.1. L'alimentation, un élément clé de ce concept. L'alimentation est un des déterminants majeurs de l'environnement humain. Notre environnement se dégrade et avec lui, les produits de notre alimentation. Il met en péril notre santé. La permanence du lien entre l'alimentation et la santé de l'homme existe depuis des millénaires, présente dans la médecine ayurvédique, dont certains auteurs considèrent qu'elle est l'ancêtre de la médecine hippocratique, Hubert 2000. Hippocrate, médecin grec né en 460 avant Jésus-Christ, est considéré comme l'une des grandes figures de l'histoire de la médecine. Il expose, dans son ouvrage, du régime des maladies aiguës, que plus nos habitudes alimentaires sont modifiées, plus le risque de développement de maladies s'élève. Tous les changements de régime alimentaire doivent être progressifs et non subis. À l'apogée du mal, il prescrit l'abstinence du malade, ce qui signifie aucun régime. Dans sa doctrine, 2 principes dominent. L'un est de ne pas nourrir le malade au fort de sa maladie et l'autre, de respecter sa loi d'habitude car tout changement est dommageable. En conséquence, cela demandera une grande prudence lorsque l'on ramènera le malade de l'abstinence à l'alimentation. Si Hippocrate étudie l'alimentation dans un but thérapeutique, les auteurs de cette époque nous informent, eux, sur le rôle de l'alimentation et de son action de promouvoir la santé. Par ailleurs, la lecture des textes et situations décrites par un historien, Élien, un autre poète, Hésiode, contemporain de la Grèce antique, nous apprend que déjà, des régimes alimentaires correspondaient à des activités physiques spécifiques. Dans les histoires variées, Élien raconte à propos du régime des athlètes se préparant à la lutte: il mangeoit peu, n'usoit que d'aliments simples, et ses toits interdit tout commerce avec les femmes. Élien 1991. Cela était censé les rendre plus forts. Quant à Hésiode, 1986, dans Les Travaux et les Jours, il expose un modèle recommandé pour l'agriculteur en été. Les critères descriptifs retenus sont fonction du niveau d'activité physique, de l'âge, du sexe et du climat. Revenons à notre époque et constatons la permanence de ce lien entre l'alimentation et la santé. Partant de notre assiette, dans notre monde occidental, et remontant à ses origines, la santé s'empare de toute la chaîne alimentaire. La qualité alimentaire est en effet une question sociétale majeure. Historiquement, c'était la main divine qui châtiait l'humain suite à une faute et infligeait des maux, des maladies. Aujourd'hui, c'est l'homme qui en est le responsable. Nos maladies sont artificielles, Belle Pomme 2004, parce qu'elles sont liées à notre civilisation ou plus exactement à la pollution environnementale que l'homme induit, idem. C'est en réaction à la montée des maladies dites de civilisation, les maladies cardiovasculaires, les obésités, les diabètes, générées par ce que certains appellent la malbouffe. C'est de ces conséquences toxiques que depuis 2001, la France s'est dotée d'un programme national nutrition et santé, le PNNS.
C'est donc en réaction à cette montée des maladies sociétales que les politiques mettent en place un PNNS. 1.1.2. L'alimentation, un programme de santé publique. Cette politique nutritionnelle est à l'origine de nombreuses informations et communications en matière d'alimentation et de nutrition dite saine. Elle prouve l'importance de l'enjeu d'une alimentation bénéfique sur l'avenir de la santé publique en France. La santé en matière d'alimentation s'est écrite dans les publicités alimentaires, depuis la loi de santé publique d'août 2004, mise en application au 1er février 2007. Elle va se décliner selon 4 slogans. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Et pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Enfin, pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Cette loi a appuyé les messages du Plan national nutrition et santé, PNNS, et a imposé aux entreprises l'insertion des messages sanitaires dans les publicités alimentaires. Selon une étude réalisée par l'INPES du 1er au 17 octobre 2017, 71% des Français les ont mémorisés et ce, quelques mois seulement après leur mise en place en février 2007. Initié en 2001, prolongé en 2006 et 2011, le Programme national nutrition santé PNNS 2011 à 2015 a pour objectif prioritaire la lutte contre les inégalités sociales de santé. Le PNNS est un plan de santé publique visant à améliorer l'état de santé de la population, en agissant sur l'un de ses déterminants majeurs, la nutrition. Pour le PNNS, la nutrition s'entend comme l'équilibre entre les apports liés à l'alimentation et les dépenses occasionnées par l'activité physique. Un nouveau programme aurait dû être initié à partir de la fin de l'année 2016, mais n'a toujours pas été lancé officiellement par les pouvoirs publics. La communication du PNNS est menée par l'agence sanitaire l'INPES, dont l'un des principaux objectifs est de faciliter la mise en pratique des repères de consommation, afin de faciliter l'orchestration journalière de notre alimentation. Ces repères nutritionnels sont élaborés par un groupe de travail d'experts sur le sujet. À la demande de la Direction générale de la santé, DGS, l'ANS a actualisé ses repères nutritionnels. Le groupe de travail a publié un rapport d'expertise en décembre 2016 constituant ainsi le socle scientifique nécessaire à l'élaboration de repères de consommation alimentaire pour les hommes et femmes adultes hors population particulière. Reste encore tout un travail d'appropriation de ces nouveaux repères qui sera mené par l'INPES sur la formulation de ces repères et leur communication auprès du consommateur, nécessitant d'identifier les formats d'expression les plus adaptés tant pour les quantités que pour les rythmes et les fréquences de consommation. L'INPES se chargera ensuite de les diffuser auprès du grand public. 1.1.3. L'alimentation durable, nouveau concept de l'alimentation santé. Nous n'insisterons pas sur l'utilité de connaître les savoirs sur l'alimentation saine, tant elle est liée à la survie de l'espèce humaine et donc à l'existence même de chaque groupe. Néanmoins, dans ses écrits sur les toxiques, Françoise Paul Lévy, 1997, précisait que leur histoire est voisine de l'histoire alimentaire et qu'une multitude de substances toxiques sont incorporables par l'être humain. Ce dernier a donc dû expérimenter sa nourriture dès le début de son origine, et l'homme n'est pas totalement omnivore puisque par l'existence même des toxiques, manger peut tuer. Il n'existe alors, selon cette sociologue, que le savoir et l'expérience véhiculés par les messages et les apprentissages pour perpétuer l'existence humaine. D'où la question universelle et majeure de l'alimentation saine dite durable pour l'être humain, permettant sa durée de vie. La question posée au regard des connaissances actuelles sur cette alimentation dite bénéfique, et de l'influence de ces savoirs sur les pratiques, est en lien avec le concept actuel de développement durable dans lequel s'inscrit l'alimentation durable. Qu'est-ce qu'une alimentation durable ? Cette catégorie d'alimentation durable part de l'assiette et remonte à ses origines. L'assiette est le reflet de toute la filière alimentaire, elle y concentre tous les dangers et bénéfices de chaque secteur. Pourquoi et comment concevoir une alimentation durable ? Christian Rémézy, directeur à l'INRA, Unité de nutrition humaine, de Clermont-Ferrand, répond à cette question du point de vue des chercheurs en nutrition humaine. D'après lui, durable
c'est d'abord bien connaître les besoins nutritionnels de l'homme, puis adapter les modes alimentaires pour satisfaire ces besoins, organiser les productions agricoles, pour protéger l'environnement, finalement disposer d'une offre alimentaire équilibrée, accessible à tous et source d'échanges équitables. Mais cette idée d'alimentation durable a déjà pénétré la société via l'univers des médias. Prenons pour exemple le Journal des femmes sur Internet en date du 11 novembre 2008, qui représente cette nouvelle conception sociétale. Le développement durable concerne aussi l'alimentation. Manger des fruits et légumes hors saison, acheter des produits sans emballage. 1.2. L'alimentation bénéfique pour la santé. 1.2.1. Une recherche auprès d'experts et en population en France. Nous interroger sur ce phénomène de l'alimentation saine nous a conduit à aborder la question de la définition actuelle d'une alimentation saine. Nous avons cherché dans la littérature la définition donnée par des experts médicaux, politiques et institutionnels comme par exemple le Conseil national de l'alimentation. Et pour continuer cette recherche et recueillir les points de vue appelés populaires, nous avons également interviewé plus de 120 personnes adultes vivantes en France, dans 2 régions distinctes, le Sud-Ouest et le Nord-Est. L'intérêt du choix de 2 régions réside dans le fait que les habitudes alimentaires sont différentes en raison du déterminisme environnemental géographique. Cette distinction nous a alors entraînés vers la question suivante. Est-ce que, selon l'appartenance géographique, la qualification de l'alimentation saine est comparable ou dissemblable ? Comme l'expose Denis Jeffrey, 2003, page 93, la position dans l'espace conditionne les apprentissages alimentaires. Un enfant apprend les rites alimentaires qui traduisent son environnement culturel selon son appartenance à une culture sédentaire ou nomade, selon que ses parents soient pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, selon qu'ils soient élevés en ville ou à la campagne, cela aura une influence déterminante sur ses rites et ses connaissances alimentaires. Nous pouvons alors nous demander si la position géographique influence la représentation de l'alimentation saine. Nous avons interrogé des personnes vivant dans le Sud-Ouest, proche de la mer et de la montagne, et dans le Nord-Est, avec des plaines et vallées. Nous avons cherché à savoir si ces individus partageaient les mêmes idées ou non sur l'alimentation santé. 1.2.2. Quels sont les modes de vie d'aujourd'hui ? Notre population a été interviewée sur son mode de vie, pratiques alimentaires, activités physiques rapportées, trajectoire de santé et définition d'une alimentation saine, avec la méthode des récits de vie, Blanchet et Gottman 1998, Robin, de Momigny Garban Setard 2004, Poirier Clapier Aladon. Rebaud 1983, Guiglione Matalon 1992, Demazière, Dubar 1997. Par ailleurs, afin de mieux cerner les messages concernant l'alimentation bénéfique pour la santé auprès de ces adultes vivant en France, nous avons interrogé 2 types de populations. L'une est malade et atteinte de la maladie de Crohn et l'autre, appelée population témoin, est donc qualifiée de bien portant. Partant de ces 2 populations, dont les trajectoires de santé divergent, la question sur la vision de l'alimentation bénéfique pour la santé appelle-t-elle des réponses similaires ? Est-ce que le groupe de bien portants qualifie différemment cette alimentation saine ? Notre questionnement porte finalement sur les histoires et les savoirs alimentaires de ces sujets. Nous avons dès lors pu élargir le champ de nos problématiques et décomposer les variables susceptibles d'influencer les propos sur leur nourriture. Ainsi, nous nous sommes demandé si le genre allait influencer les discours sur la qualité de l'alimentation, ou si, de manière plus globale, il existait des messages spécifiques et ressemblants pour une alimentation saine, selon l'état corporel, le sexe, l'âge et la religion ou autre appartenance communautaire. De ces critères socio-culturels définis, il était important de classer ces modèles alimentaires sains. Partant de cette incomplétude, nous avons scruté la construction de leur savoir sur l'alimentation saine. 1.2.3. Comment se constitue le répertoire de l'alimentation santé ?
L'interrogation qui surgit est de déterminer comment l'individu acquiert cette connaissance sur l'alimentation saine. Comment les connaissances mémorisées sont-elles mises en relation avec les actes alimentaires? Comment va-t-on constituer le répertoire de l'alimentation saine? De ce fil conducteur sur l'alimentation saine, nous verrons comment des identités alimentaires s'édifient, s'adaptent et se transforment dans le temps et dans l'environnement, au travers des histoires alimentaires des personnes interviewées. Aujourd'hui, de nombreux messages sur l'alimentation dite saine circulent dans notre écosystème. Nous les présenterons en fonction de leurs sources afin d'analyser les corpus de textes, d'une part, et de les distinguer, d'autre part, des messages recueillis sur le terrain. Les messages analysés proviennent du système de relations sociales indirectes. Il est dit fermé ou isolé, Vattier, 1992, et nous qualifierons cette relation de distanciée. Les informations émanent aussi de relations sociales directes, parents, amis, université. Dans ce cas, notre relation est rapprochée et présentielle. Ce système de relations sociales directes peut être considéré comme un système ouvert, avec des échanges permanents de données. L'abondance d'informations et de communications sur le sujet nous a conduit à envisager à un moment de constituer un manuel de survie sur la question. En effet, l'auteure, diététicienne de formation, a incontestablement une sensibilité particulière aux messages sur l'alimentation dite saine. Elle reçoit régulièrement à ce titre des lettres électroniques ou des courriers en provenance de différentes institutions publiques ou privées françaises ou internationales sur cette thématique. Ces messages traitent habituellement de l'alimentation saine. Il s'agit entre autres des newsletters provenant de l'EFSA, de l'INPES, de l'EFIC, du CERIN, de l'ADFN, du site Doctissimo, du PNNS, du GYM, d'Actues Univadis, du Cotimed. Incontestablement, la communication sur l'alimentation saine n'est donc pas réservée au ministère de la Santé. Elle n'émane pas non plus uniquement des professionnels de santé, des experts en médias, ou encore des services marketing du secteur agroalimentaire, lesquels, pour conquérir de nouveaux marchés, argumentent sur cette valeur montante qu'est la santé. Car les objets alimentaires communiquent, eux aussi, par les emballages des aliments sur lesquels s'inscrivent les indices d'une alimentation saine. Dorénavant, c'est sur l'étiquette, et particulièrement dans la composition détaillée en nutriments des aliments que la santé se met en scène. En effet, la montée de l'individualisme a isolé le mangeur et l'a réduit au théâtre de son assiette. Il est face à des nouveaux produits alimentaires qui multiplient les arguments santé sur leurs étiquetages, Cauchois 2008. La distance entre le producteur et le consommateur donne à celui-ci l'envie de regarder encore de plus près ces aliments et leur origine. Nous constatons donc une mise en relief à partir d'allégations nutritionnelles directement apposées sur les aliments et vantant des bénéfices pour l'alimentation humaine. Dans ce cas de figure, c'est le système social indirect qui informe le consommateur. Cependant, ces indications ne suffisent pas pour l'ensemble de nos interviewés, car la communication sur l'alimentation est aussi l'affaire de la famille. La famille donne le premier carnet de route alimentaire à l'enfant. Et comme Claude Fischler l'avait montré en 1986, il existe toute une diététique des mères de famille. In fine, nous l'avons entendu dans les récits alimentaires enregistrés, cette régulation alimentaire se fait aussi grâce à des politiques de santé publique avec le PNNS et son message « Mangez 5 fruits et légumes par jour ». Malgré tout, ces recommandations sont quelquefois transgressées par nos interviewés et des résistances politiques existent. Et s'ils adoptent une posture contestataire ou libertine, quel jeu d'acteurs développent-ils pour refuser cette référence? Est-ce qu'ils vont rechercher ce modèle alimentaire sain défini par les politiques de santé publique? Parce qu'ils sont malades uniquement ou au contraire le rejeter pour la même raison? 1.3. Les outils conceptuels. Notre approche de terrain nous a amenés à utiliser plusieurs outils conceptuels, en fonction des angles que nous souhaitions approfondir. C'est ainsi que nous avons choisi plusieurs voies. Dans un premier temps, nous avons suivi une approche systémique, puis, dans un second temps, nous avons opté pour une posture phénoménologique des mangeurs et enfin, nous avons emprunté des notions à l'anthropologie cognitive de l'acte alimentaire dans le but d'affiner notre compréhension de l'acteur mangeur. 1.3.1. Une approche systémique.
Les émetteurs sur l'alimentation dite bénéfique pour la santé étant multiples, nous choisissons une approche systémique sur cette thématique contemporaine, l'alimentation saine. Nous étudierons, au travers de nos lectures, nos rencontres sur le terrain en population et des sites internet, la communication et les informations sur l'alimentation bénéfique pour la santé en nous inspirant ici des travaux de Gregory Bateson, dans Winkin 2005. Nous appliquerons les cadres de lecture découverts par l'anthropologue. Il fut le premier à appliquer les principes de la cybernétique à la communication humaine et à enseigner la notion de rétrocontrôle et de système auto-organisé qui sont au centre de cette approche. Gérard Donadieu 2003 précise cette posture. Nous avons là une boucle de rétroaction chère à la pensée systémique, mais aussi à la figure de base de l'échange symbolique des ethnologues. On sait en systémique qu'une telle boucle doit être étudiée dans sa globalité dynamique, en se refusant absolument à disjoindre les deux pôles. L'important dans un tel échange est la relation elle-même bien davantage que les messages qui la matérialisent et la signifient. Un peu plus loin, il ajoute qu'en communication interhumaine et s'agissant des messages échangés, la question herméneutique des messages est véritablement centrale. Deux points majeurs ressortent ici, l'un sur la relation humaine entre les protagonistes et l'autre sur l'interprétation des messages. De ce fait, en communication, la relation sociale est essentielle et la perception du sens des messages est pareillement fondamentale. C'est pour cette raison que nous nous attacherons, lors des entretiens, à pénétrer les relations sociales et les liens avec les parents et les conjoints éventuels des interviewés, afin de comprendre leurs influences en matière d'information sur l'alimentation. Est-ce qu'il y a transmission d'un savoir familial ou non en matière d'alimentation, d'habitudes alimentaires pour préserver ou recouvrer la santé? De plus, quel sens donne notre population au message perçu? Si Louis Couffignal, 2009, participant du premier mouvement cybernétique, l'a défini comme l'art de rendre l'action efficace, nous ne la verrons pas simplement sous cet angle de manipulation des sujets ou des masses, mais chercherons à décrire le comportement des entités qui utilisent et transforment l'information sur l'alimentation saine. Nous nous attacherons à montrer que l'information est en construction lors du processus de communication entre deux entités. Ici, nous reprendrons également comme outil conceptuel la pensée complexe d'Edgar Morin 2005 qui présente le principe de récursion organisationnelle. Il n'est plus question de causalité mais plutôt d'interdépendance. La société n'engendre pas des individus, mais cependant elle les produit tout en étant produite par eux. Nous verrons avec les portraits de sujets, esquisse inspirée des mangeurs de Jean-Pierre Corbeau, 2002, qu'il existe une interdépendance entre la quête de l'alimentation saine par les individus et celle de la société qui produit des informations et communications sur l'alimentation dite bénéfique pour la santé. L'ensemble, individus et société, crée des objets alimentaires dits « aliments sains ». 1.3.2. Une approche phénoménologique des mangeurs. Afin d'esquisser ces portraits de mangeurs, nous adopterons une approche phénoménologique. Pour l'approche phénoménologique de l'identité, nous puisons notre inspiration dans les travaux de Paul Ricoeur, philosophe contemporain, et la définition de l'identité dans son livre Soi-même comme un autre, 1990. Il énonce l'identité narrative dans la contribution de la constitution de soi. Dire soi n'est pas dire je. Le soi requiert la question qui? Qui est le mangeur? À qui est imputée l'action de manger du bon, du bénéfique pour la santé? Qui porte l'obligation d'incorporer ce qui est bien ou bon pour la santé? Ce philosophe soulève la question de soi et de l'autre. Est-ce que soi-même existe en tant qu'autre? Paul Ricoeur inscrit dans ses livres le processus de création identitaire où il différencie deux facettes de l'identité. L'une est idem et elle persiste inchangée à travers le temps, c'est-à-dire qu'elle repose sur l'être qui est le même que soi. L'autre est ipse, ce qui veut dire que l'être est soi-même et ne se maintient qu'à la manière d'une promesse tenue. Ricoeur, 1990. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.